Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire, mais pas que. Bien content de vous retrouver après déjà quelques joutes dans le NCAA D1 Baseball. On a vu pas mal de choses très intéressantes, on a vu du WTF comme on dit dans le jargon, on a vu des choses plus sérieuses. Et on va reparler un peu de tout ça, on va voir plusieurs thématiques dans cet épisode, mais je pense pas que ça va être un épisode très très long. Avant de commencer, comme d'habitude, le petit instant promo, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux. J'ai commencé dans le sens inverse, mais bon, bref, ça m'a perturbé. Ouais, je suis quelqu'un qui est assez facilement perturbé par les choses qui ne vont pas dans le sens habituel. Mais bref, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, et bien sûr, cet épisode et tous les précédents épisodes Warzone sont bien sûr disponibles sur toutes vos plateformes d'écoute préférées, ainsi que sur YouTube. Eh bien, dites-moi, ça promet, hein? Allez, on y va. Eh bien, ma foi, la saison a commencé. Au moment où j'enregistre, on vient de terminer le deuxième week-end, donc ça fait un peu plus d'une semaine que le baseball universitaire en NCAA D1 a repris. Tout simplement là, ça marche en avant. Il y a quelque chose déjà à noter qui est assez intéressant, c'est le fait que l'on voit de plus en plus de couverture. Quand je dis de couverture, c'est quand tout ce qu'on peut voir notamment vis-à-vis de ESPN et du fait que, notamment via ESPN, il y a de plus en plus d'émulation, que ce soit en termes de diffusion, mais également et surtout, c'est ça que je veux noter, en termes d'articles. Par exemple, on voit de plus en plus des articles qui sortent sur ESPN de pré-saison. On voit également des enseignements. Par exemple, j'ai eu une alerte qui m'a expliqué qu'il y avait un article sur ESPN concernant les enseignements que l'on pouvait avoir sur la première semaine de compétition. On parle beaucoup des joueurs et ça c'est beaucoup plus normal puisqu'on parle forcément des joueurs liés à la draft, mais pas que. Et donc toute cette émulation est très intéressante à voir et on voit bien que le collège baseball est dans la bonne direction quand il s'agit en fait de vendre son produit. Il y a toujours une astérisque puisqu'on va voir un peu comment ça se vend et comment ça se goupille quand on parle de Big Ten. Je rappelle que suivre la Big Ten en termes de baseball c'est très compliqué, enfin ça a été très compliqué par le passé, même passé récent. Par exemple, on pouvait avoir beaucoup de matchs qui n'étaient pas diffusés alors que ça reste quand même une conférence qui a une certaine aura, ne serait-ce que par les titres gagnés par certaines de ces équipes. Mais on espère justement que cette saison, ça va un peu changer avec des choses un peu plus intéressantes à ce niveau-là. L'autre enseignement qui continue en fait de parler en considérant l'émulation, c'est le nombre de chaînes, de podcasts, de gens qui venaient de podcasts peut-être un peu plus amateurs, qui sont maintenant recrutés par des filiales beaucoup plus, comment on va dire ça, des filiales déjà professionnelles, des filiales reconnues comme D1 Baseball ou autres, et qui donc aussi amènent une certaine fraîcheur et encore beaucoup plus de couverture. Et c'est à noter, je voulais en parler rapidement. Quand j'ai commencé moi à suivre le baseball universitaire, il y a toujours eu un baseball depuis que j'ai commencé à regarder. Il y a Baseball America qui en parle quand même de temps en temps, notamment pour tout ce qui est top 25, qui fait son propre top 25. Et après, il y a du Perfect Game, etc., etc. Mais voilà, c'était quand même un cercle assez restreint, assez fermé. On a vu ensuite l'émergence, à peu près en même temps que moi j'ai commencé à faire le Homera. J'ai vu l'émergence de College Baseball Nation, de College Baseball Central, de 11.7 qui parle principalement des mid-majors, mais bon, pas que, avec beaucoup de podcasts. Et donc justement, ces gens-là arrivent de plus en plus, maintenant je pense que ce sont des médias officiels qui arrivent à interviewer des coachs, etc. etc. Et d'ailleurs, on les retrouve, pour certains, en termes d'individus, de plus en plus présents dans des podcasts officiels, comme les podcasts par exemple de D1 Baseball. Donc tout ceci montre que, encore une fois, le baseball est dans une bonne direction, et ça tombe bien, puisque comme je vous l'ai dit, il y a quelques épisodes de cela, peut-être deux mois à peu près. On le sait, on a... comment je peux dire ça? J'ai un peu perdu le fil là. Waouh, on a des réformes bien entendu, et ces réformes-là sont des réformes notamment monétaires et par rapport au statut des joueurs en fait athlètes qui deviennent quelque part entre guillemets
professionnel. On a parlé maintes et maintes fois maintenant de l'argent récupéré via la NIL, mais bon, c'est pas pour tout le monde. Il y a aussi maintenant ce qui va avec le partage des revenus. Et d'ailleurs, en parlant de cela, j'ai envie de rebondir sur quelque chose. Georgia a annoncé qu'il comptait partager, je pense, quelque chose comme 13,5 millions de dollars avec leurs joueurs, quand on parle de revenue sharing. Donc, toute cette émulation est très importante, même si voilà, on pourrait argumenter, ça serait d'ailleurs très intéressant d'avoir un débat là-dessus. J'y réfléchis, mais il faudrait que j'intègre des personnes qui s'y connaissent très bien, notamment en college football. Je pense à pourquoi pas les inviter pour faire une sorte de crossover où on parle beaucoup plus de, voilà, de tous les tenants et les aboutissants et qu'est-ce que ça veut dire en termes d'identité. Le fait que les étudiants, encore une fois, les étudiants athlètes commencent à récupérer de l'argent, est-ce qu'on part vers en fait quelque part une professionnalisation et donc on perd tout cet aspect amateur, cet aspect justement étudiant, puisqu'on rappelle ce sont des étudiants athlètes, donc il y a le côté étudiant dedans, il y a un aspect académique, bien entendu qu'il ne faut pas négliger, tout le monde ne va pas devenir un joueur MLB ou en tout cas un joueur professionnel de baseball, hein, parmi les milliers et les milliers de joueurs présents au niveau universitaire, et donc bien sûr ils étudient aussi pour leur avenir. Donc bref, voilà tout ce dont je voulais parler dans un premier temps pour tout ce qui concerne un peu l'émulation du college baseball, les retombées, pourquoi pas économiques, etc. etc. Je vois aussi les moyens qui sont mis de plus en plus en place, notamment j'ai vu sur Flow Baseball, hein, parce que voilà, je rack, hein, je paye un peu partout pour pouvoir suivre le baseball universitaire, mais j'ai vu quand même des moyens plus sérieux mis en place pour les tournois, notamment qui se passent du côté du Globe Life Field, hein, du côté de Arlington, Texas. Et donc, tout ceci est très 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 sympathique et ça me rend optimiste pour la suite. Donc voilà pour cet aspect un peu plus générique et général, mais là on va parler beaucoup plus sport. C'est parti pour l'aspect sportif bien entendu. Au niveau sportif, on a donc déjà eu des choses très intéressantes à voir, dont on va parler assez rapidement. La première chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que au moment où j'enregistre, hein, donc après 2 week-ends, et donc on est lundi soir, donc j'ai d'ailleurs regardé avant d'enregistrer North Carolina qui finissait sa série face à East Carolina, c'est devenu un classique, et North Carolina a notamment gagné. Donc on se retrouve avec quelques équipes, hein, qui sont toujours invaincues à l'heure actuelle. Je vais les citer, et ensuite on va se focus sur quelques-unes d'entre elles, puisqu'il y a comment dire ça, il y a des choses à peut-être pas conclure parce que ça serait des conclusions largement hâtives, mais en tout cas il y a des choses qui confirment en fait un certain potentiel mis en place, une certaine direction prise. Donc voilà les équipes que j'ai notées, hein. Il y a Stanford qui actuellement est à 8-0 au moment où j'enregistre, Kansas 7-0, Oklahoma 6-0 puisqu'ils n'ont pas fait de midweek mais ils viennent de remporter un tournoi où ils ont un peu martyrisé tout le monde entre guillemets, on va en reparler. Purdue qui continue un peu sur la lancée de la saison dernière, hein. C'est une équipe, bon, ils n'ont peut-être pas eu le calendrier le plus incroyable, hein, pour commencer la saison, mais en tout cas c'est une équipe qu'il va falloir surveiller en Big Ten. Murray State, si on parle de mid-majors, mais ils n'ont pas beaucoup joué, hein, ils n'avaient pas joué le premier week-end. Tennessee, ça c'est bien plus logique. Alabama, on va reparler d'un match là dans quelques secondes. Florida State, Florida, South Carolina, donc North Carolina et VMI, hein, Virginia Military Institute, West Virginia et Yale. J'espère que j'ai oublié personne, mais voilà les équipes undefeated. Donc pour Yale et pour Murray State, c'est un peu plus simple puisqu'il n'y a eu que 3 matchs joués, hein, ils viennent de commencer et donc d'avoir une seule série, mais pour les autres, c'est un bon petit début de saison. Alors encore une fois, pas de conclusion particulière, mais il y a des choses que j'ai notées de ci, de là. Et la première équipe dont on va parler, c'est Oklahoma. Oklahoma, comme j'en ai parlé dans la preview, c'est une équipe solide. C'est une équipe qui est allée en finale des College World Series en 2022. C'est une équipe référencée, qui a été référencée longtemps dans la Big 12. Et c'est une équipe qui déménage en SEC. Donc, souvent sous Skip Johnson et surtout ces dernières années, ce qu'on peut noter, c'est le pitching staff qui est toujours très sérieux. Et comme je le dis à chaque fois, j'ai l'impression que je vais vous rabâcher ça chaque épisode, chaque seconde. Le pitching et la défense font la différence en college baseball, très clairement. Et l'adage apparemment est bien respecté par Oklahoma puisqu'ils étaient dans un tournoi donc en compagnie quand même de UVA qui à cette époque-là était encore numéro 2 de la nation, hein, malgré un premier week-end un peu moyen, hein, voilà, on va dire un démarrage un peu tranquille. Et puis Oklahoma State, non, Oregon State qui a un statut particulier, hein, puisqu'ils sont indépendants. Ça veut dire que eux, leur saison, elle se joue clairement sur la force du calendrier, sur les métriques,
et tout ça pour essayer d'avoir une sélection at large, c'est-à-dire ils ne peuvent pas être champions de conférence puisqu'ils ne sont affiliés à aucune conférence. Ils vont donc devoir réussir à se qualifier au tournoi national via leur performance au global et espérer avoir donc une sélection at large. En tout cas, le numéro 2 et le numéro 7 de la nation, à l'entrée de ce week-end, étaient présents dans ce tournoi-là, et avec eux, une équipe de Minnesota qui a quand même montré des choses intéressantes, hein. Clairement en dessous des deux autres équipes sur le papier, mais qui a montré des choses intéressantes. Et on s'est retrouvé donc avec un premier test, hein, très tôt dans la saison pour Oklahoma. D'ailleurs, au passage, hein, sachez que ce genre de tournoi, ils sont très prisés par les coachs de plus en plus, hein. La plupart des coachs vous expliqueront d'ailleurs qu'ils veulent faire ce genre de tournoi, parce que c'est des configurations qui ressemblent un peu à ce qu'on peut avoir en Regionals, c'est-à-dire 4 équipes qui se battent lors du week-end, et surtout ça permet d'identifier très rapidement les choses qui ont l'air d'aller, les choses qui vont moins bien et les choses sur lesquelles il faut travailler avant les débuts de calendrier de conférence. Donc Oklahoma arrive notamment avec des questions par rapport à son offense, alors que son pitching, notamment avec les jumeaux Witherspoon, est beaucoup plus référencé. Et ils ont réussi un week-end en 3-0, c'est-à-dire qu'ils ont gagné tous leurs matchs, notamment une démonstration face à Oregon State. Ce match face à Oregon State, pour moi, il a montré vraiment ce qu'on peut attendre des Sooners cette saison, c'est-à-dire un pitching encore une fois de qualité. Quand je dis un pitching de qualité, je parle quand même du second frère Witherspoon, un Malakai, qui, comme je le disais, avait l'air d'être plus attendu en tant que prime releveur, on va dire, hein, pour mixer un peu le français et l'anglais, mais qui là est clairement starter sur ce début de saison, et donc c'est le second starter de la rotation. Son frère jumeau Kyson, qui est clairement le gros prospect, hein, le plus gros prospect à l'heure actuelle des deux, et l'Ace, et ensuite donc Malakai est on va dire le second Ace, et il a eu un match très 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 solide face à Oregon State, ce qui a permis notamment à Oregon State de passer en tête avec une avance de 4-2 assez rapidement. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en phase 2, il y avait la petite sensation en termes de pitching, hein, le freshman d'Oregon State, Dax Whitney, dont on parle beaucoup depuis le début de saison et dont on espère voir de plus en plus de choses. Et il a commencé sur les chapeaux de roue, il nous a montré des choses assez incroyables pour un true freshman. Balle rapide dans les 95, 96, 97 miles par heure. Apparemment, il peut même topper à 98. À côté de ça, il a montré aussi qu'il est capable de mixer ses pitchs, de la change-up. Il a aussi réussi à montrer en fait ce qui était intéressant. Il a une balle rapide. J'imagine que c'est une two-seamer. Mais bon, je n'ai pas pu voir exactement. Mais en fait, cette balle rapide, elle descend en fait. Voilà, quasiment comme une sinker. Et elle descend de manière assez impressionnante. Et au départ, ça a vraiment mis à mal le line-up des Sooners. Par contre, comme tous les freshmen, il a peut-être pas réussi à tenir sur la durée, puisque au bout d'un moment, Oklahoma s'est habitué et ils ont réussi en fait à récupérer pas mal de points sur lui, et notamment grâce à leur freshman un peu sensationnel, Kyle Branch. Kyle Branch, je pense que j'en ai parlé rapidement dans la preview de Oklahoma, mais c'était clairement pas mon focus, puisque encore une fois, c'est un freshman. On sait que les freshmen ont souvent un temps d'adaptation. Et ce qui était intéressant à noter, c'est que côté d'un baseball, eux non plus ne s'attachaient pas trop à en parler, mais ils en ont parlé puisque Skip Johnson, donc le coach, n'arrêtait pas de parler de lui tout le temps en fait. Tout le temps, il parlait, il ne disait que du bien de ce joueur-là. Et il lui a donné raison, puisque là, il a été un peu le héros de ce tournoi face à OSU et Virginia et Minnesota. Et sur les 6 premiers matchs de la saison, il est pour l'instant à .479 de moyenne à la batte. Il a déjà un home run, il a 7 points produits, et donc il a un OPS forcément qui est assez haut, puisque c'est un OPS de 1.216. C'est un second de base. Et ce qu'il est en train de montrer, en fait, c'est très 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 intéressant. Surtout, en fait, ce qui est super dans la construction de son line-up, c'est que il n'arrive que plutôt en milieu de line-up. Ça veut dire que il est assez protégé par des joueurs beaucoup plus expérimentés. Je pense notamment à Easton Carmichael pour ne citer que lui, mais bon, il y a des joueurs aussi très intéressants à la Jackson Willits, etc., etc.
Et donc il a le temps de progresser, de continuer à grandir en fait derrière ces joueurs-là. Et maintenant on va vouloir voir aussi sa progression et son entente au niveau défensif. Mais donc Kyle Branch côté offense, les pitchers en général, parce que j'ai pas envie de parler des frères Witherspoon, puisque même le match que Oklahoma a gagné, et là c'est un match épique pour le coup, un match très serré face à UVA en extra inning, c'est-à-dire qu'il y a eu 12 manches au final, ils ont gagné 5-4, donc ils l'ont walk-off tout simplement. Bah, c'est une autre série de pitchers qui ont tenu la baraque, notamment Johnson qui a eu le start, qui a pitché pour 3 innings, mais il y a eu d'autres pitchers très 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 importants, et je pense notamment à Crooks. Crooks a été releveur en fin de match avant de laisser Barfield finir le match en tant que closer, mais il a tenu 3 manches pour un seul but sur balle et 2 strikeouts, un seul coup sûr aussi encaissé, enfin concédé. Vraiment une grosse sortie qui a été très 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 importante, alors qu'il a eu de temps en temps voilà, des moments où il a entre guillemets struggle, mais il a toujours réussi à répondre présent. Il a été appuyé par une belle défense. Et donc Oklahoma, c'est le premier focus que je voulais faire en termes d'équipe qui a été impressionnante. Le second focus, et là ça va pas être sur tout ce qu'ils ont fait, c'est Alabama. Alabama termine le tournoi, c'est Jacksonville, invaincu. Peut-être que c'est vrai que sur le papier, comment on peut dire ça, les adversaires étaient peut-être d'un moindre calibre, mais ils ont eu notamment un match épique, et celui-là je suis obligé d'en parler. C'est peut-être déjà, et je sais que c'est encore une fois une sorte de conclusion hâtive, mais en termes de match, et là on peut pas y revenir dessus, en termes d'évaluation, en termes d'émotion, etc., c'est peut-être déjà l'un des meilleurs matchs de la saison. C'est-à-dire que même à la fin de saison, si on voit d'autres gros matchs, ce match-là, selon moi, sera toujours classé parmi ces gros matchs de la saison. Alabama a terminé le tournoi face à Ohio State. Ohio State, coaché par Justin Hare, et qui est en train de montrer des choses très intéressantes, surtout au niveau du line-up. C'est une équipe qui est en train de grind, qui est très 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 enthousiaste offensivement. Et c'est une équipe qui a soufflé le chaud et le froid face à Alabama. Un Alabama qui a en son sein voilà, la superstar selon moi en devenir. J'en ai déjà parlé dans la preview SEC, mais Justin LeBron, le shortstop. Il a encore prouvé lors de ce tournoi et depuis ce début de saison qu'il est là et bien là. Il a amorcé un peu le comeback de cette équipe d'Alabama, puisqu'il faut le savoir, après 4 manches, Alabama était mené 10-0. Oui, ils étaient menés 10-0. Ohio State a montré aussi beaucoup de qualité athlétique, vraiment vraiment de manière très intéressante. Et en fait, comme j'ai dit, il y avait un enthousiasme. Et d'ailleurs, sur les premières manches, de la première à la quatrième, que ce soit offensivement ou défensivement, Ohio State m'a impressionné. Peut-être moins en termes de pitching, même si au départ ils ont réussi à tenir 3 manches et demie, on va dire. Mais c'est surtout en fait les actions défensives de grande classe, puisque Reggie Bussey, qui a été l'un des hommes forts de ce match, a sauvé un home run tout fait. Il y a un de ses coéquipiers, je me rappelle plus honnêtement, parce que j'ai pris quelques notes, mais je pense que c'est Matthew Gravely d'ailleurs, mais j'ai pris quelques notes, mais j'ai pas noté chaque nom à chaque fois parce que ça allait vite, et puis voilà, bref, j'étais plus en train de manger devant le match que vraiment vraiment prendre des notes sérieuses. Mais je sais qu'il y a eu un autre home run qui a été volé. Du coup, Ohio State a aussi montré, comme je l'ai dit, une belle agressivité à la batte, et ça a commencé par un three-run home run de Lee Ellis, l'un des autres gros bonhommes de ce match. Euh, il a donc permis à Ohio State de mener 3-0 dans la troisième. Ensuite, dans la quatrième manche, là, voilà, tout explose en fait. Ils arrivent à amener 5 runs. Ellis est encore de la partie en termes de points produits. Bossy aussi a un 2 RBI single. Bref, des joueurs dont les noms sont à retenir pour la suite de la saison, et qui montrent que Ohio State est déjà en termes d'identité de jeu sur quelque chose de très 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 intéressant, très festif, et maintenant il va falloir le transformer en quelque chose de très sérieux. C'est un peu là où entre guillemets, le bas blesse. On arrive donc à cette quatrième manche, milieu de quatrième manche, moi je me disais clairement que le match est fini, quoi. Et je me suis juste dit, bon bah, de toute façon, en fait je suis quelqu'un, pour vous raconter ma vie en fait, je suis quelqu'un, quand je commence un match, je peux m'arrêter de le regarder. Par contre, ce que j'aime pas, c'est arriver, regarder un match qui est en cours. Ça m'arrive quand même de regarder si j'ai pas le choix, mais ce que je vais parler, c'est que je suis trop bizarre. Il faut que je regarde le match dès le début, sinon c'est comme si j'ai manqué quelque chose.
Et donc j'étais en train d'hésiter en fait à changer, mais quand je voulais changer, je voulais repartir du côté de Carbach, Round Rock, le tournoi où il y avait UVA. Et d'ailleurs c'était pas loin de l'heure pour UVA Oklahoma. Je me suis dit non, je vais rester pour l'instant là-dessus et puis on verra un peu plus tard. Et bien, et bien m'en a pris, je sais pas si c'est la bonne expression, mais j'ai bien fait en tout cas, puisque dès la quatrième manche, donc le bas de la quatrième manche, Justin LeBron, hein, lui aussi a réussi un 3-run home run, ce qui nous ramène un score à 10-3. 10-3, ça va rester la même chose jusqu'à, je pense, la septième manche, puisqu'ensuite, par contre, à partir de la sixième, septième manche, j'ai un peu zappé, j'ai bougé entre les matchs, puisque je m'étais dit, bon, ça me paraît un peu compliqué pour Alabama, sauf s'ils ont vraiment un gros réveil. Après, j'ai sous-estimé non seulement Alabama, mais j'ai sous-estimé le college baseball, puisque dans la septième manche, on a d'ailleurs d'abord un petit rapproché, avec Bonomolo Jr. qui réussit un RBI single, mais surtout Justin LeBron, il en avait pas marre de frapper des home runs, puisqu'il frappe un deuxième home run, et c'est un deuxième 3-run home run, pour dire à quel point c'était fou. Donc on est passé très rapidement de 10-3 à 17, et là je me suis dit, bon bah là il y a match forcément, puisque aussi en termes de mental, le momentum a complètement shifté du côté d'Alabama, et c'est vrai, ça a été le cas, puisqu'ensuite ils sont revenus à 19 dans la huitième, notamment grâce à un 2 RBI double de Snell, avant de réussir un walk-off sur un 3-run home run, parce que apparemment les 3-run home run étaient en fait le symbole de ce match, et ils finissent donc par remporter le match face à Ohio State 12-10, après avoir été donc mené 10-0. C'est un peu ça la magie du college baseball au passage. Et bon, enfin du baseball en général, hein, je veux dire même en MLB on a déjà vu des retours comme ça, mais c'est toujours spectaculaire à voir et très 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 sympa. Mais surtout ça permet de highlight le fait que Justin LeBron a l'air vraiment d'être la star qu'on pense qu'il peut devenir. Shortstop de son état, très bon athlétiquement, capable de couvrir pas mal de terrain défensivement, peut-être attention aux erreurs, attention à la facilité, c'est peut-être ça qu'on peut lui reprocher. Par contre au niveau offensif, il a tous les outils pour être un joueur offensif exceptionnel au niveau du college baseball. Hein. Attention, ça veut dire un joueur professionnel en MLB superstar. Ça va tout simplement dépendre de sa marge de progression et compagnie. Mais en tout cas, en termes de college baseball, il n'est pas loin de pouvoir nous montrer des choses assez incroyables. Et donc, on va forcément suivre son évolution. Comme je l'ai dit, j'en ai déjà parlé dans la preview. Pour moi, c'est un des joueurs à suivre dès ma preview. C'est un de mes chouchous, très clairement. Donc voilà. C'était les deux équipes dont je voulais parler en principal, sur ces équipes undefeated, donc invincibles pour l'instant ou invaincues, pour parler français. Et donc j'ai envie qu'on switch un peu, mais on va faire une petite respiration tout d'abord, avant de switcher vers des équipes qui ont un peu plus déçu. Donc maintenant on va parler des équipes qui ont un peu déçu. La première dont j'ai envie de parler, mais ça va être très rapide, puisque c'est encore le début de saison. On sait qu'il y a eu un gros turnover, j'en avais parlé dans la preview ACC, mais j'avais quand même un peu plus d'espoir que le début de saison reste quand même assez intéressant. Ça n'a pas été le cas, c'est NC State. NC State, comme je l'ai dit, ils ont perdu beaucoup de joueurs comme leur leader, comme Jacob Kozar pour ne citer que lui, Eli Serrano également, etc. Et donc ils repartent avec un groupe, on va dire, assez renouvelé quand on y pense, alors que je viens de voir un home run d'ailleurs, parce que j'ai un match de baseball là, devant les yeux sur mon petit téléphone, et je viens ça vient de me perturber parce que je viens de voir un home run. Je sais pas si c'est bien de à la fois enregistrer un épisode et de regarder un petit match de baseball sur le côté, mais bref. D'ailleurs c'est un two-run home run. Enfin bref, NC State a donc renouvelé pas mal son effectif. Et donc on peut comprendre que l'offense ait du mal pour l'instant à se mettre en place en termes de line-up, que ce soit en termes de performance individuelle, et donc ça impacte les performances collectives. En termes de pitching, c'est pas si dégueulasse que ça, en fait ça dépend, mais ça reste assez moyen, c'est-à-dire c'est pas médiocre en soi. Donc clairement c'est au line-up de commencer à trouver ses automatismes et à se régler.
Après, j'ai envie de rappeler quand même que historiquement sur l'histoire récente en tout cas, NC State a souvent démarré de manière très, comment je peux dire ça, Euh, voilà, en mode diesel. D'ailleurs, c'est pas la seule équipe qui est un peu comme ça, puisque Duke, donc l'autre équipe qui est un peu décevante sur le début de saison côté ACC, c'est pas la seule ACC qui est un peu décevante, mais c'est clairement NC State et ensuite Duke que j'ai envie de citer dans ces équipes décevantes. On va dire que ce sont historiquement plutôt des diesels. Pour Duke, bah, ça fait encore plus sens parce que c'est en fait une nouvelle, je vais pas dire une nouvelle riche parce que c'est pas le sens là, mais une nouvelle powerhouse, si j'ai envie de dire ça, puisque avant 2015, c'était pas une équipe référencée en termes de baseball, hein. Mais là, avec Chris Pollard et son staff et la réorientation du programme baseball, a clairement changé les choses de manière spectaculaire, parce qu'en 10 ans, voilà, Duke est devenu maintenant une place forte, normale du college baseball. C'est une équipe qu'on peut très bien imaginer aller à Omaha assez régulièrement s'ils continuent sur cette lancée. Mais donc voilà, NC State et puis Duke dans une moindre mesure sont des équipes qui ont déçu avec des bilans, voilà. Duke pour le coup ils ont rééquilibré leur bilan, je pense qu'ils sont en 3-3 parce qu'ils ont quand même gagné leur série face à Cornell, hein. Cornell qui est une Ivy League, hein, donc pas forcément un foutre de guerre et qui a quand même tapé Duke sur le premier match. Et puis NC State, voilà, ils ont terminé le tournoi sans gagner un seul match, hein. Ils étaient dans le même tournoi que Ohio State pour le coup et donc Alabama. Même là en midweek, ils affrontent, alors je sais plus qui ils affrontent, mais ça fait peur puisque voilà, en termes de pitcher annoncé, ça risque d'être encore une fois compliqué pour eux, sachant ils n'ont donc gagné qu'un seul match pour l'instant, un seul match et 4 défaites. Donc c'est pas fifou. Euh, et 5 défaites, pardon. Donc c'est encore moins fifou. Voilà les deux principales équipes pour moi qui ont été décevantes. Et ensuite il y a des équipes qui ne sont pas forcément décevantes, mais qui, on va dire, commencent de manière un peu tranquille. Et l'équipe dont j'ai envie de revenir, enfin sur laquelle j'ai envie de revenir, c'est Texas A&M. Pourquoi ? Pas juste parce qu'ils ont commencé de manière tranquille, puisque malgré tout, ils ont un bilan largement positif, ils ont gagné le match qu'il fallait gagner, ils ont gagné toute leur série jusqu'à présent, donc les deux. Mais le problème, c'est qu'ils viennent de perdre jusqu'à la fin de la saison, hein, donc out for la saison, Gavin Graovac, qui est quand même l'autre grosse star quand on parle de Texas A&M, derrière JC Laviolette. JC Laviolette qui d'ailleurs ne va pas forcément rassurer les scouts sur son ratio de strikeout. Je vous avais dit en preview que c'est l'un de ses gros problèmes pour vraiment être le numéro 1 sans discussion possible vu le reste de ses qualités. Mais là, il a commencé très difficilement, c'est-à-dire que certes, il a frappé déjà du home run, mais par contre, la moyenne à la batte, elle est assez famélique, et surtout, le problème, c'est qu'il se fait strikeout de manière, mais vraiment régulière. Enfin voilà, il se fait strikeout quand même assez souvent, ce qui ne montre pas forcément une progression. Bon, c'est que le début de saison, mais on va voir comment il s'adapte, mais ça ne va pas rassurer les scouts là-dessus. Mais donc la question maintenant, puisqu'il y a déjà, je pense que c'est Kaden Sorrell qui est déjà blessé, mais qui devrait revenir normalement. Ben en fait, ça fait déjà un joueur important de l'année avec Sorrell qui était blessé, mais là avec Graovac, comment va faire Texas A&M pour le remplacer ? C'est vrai qu'il y a plus de profondeur paradoxalement que la saison dernière, mais il y a peut-être un peu moins de star power, et le truc c'est que, surtout en SEC, c'est bien d'avoir au moins 1 à 2 stars référencées, donc ils ont de la chance parce qu'ils ont pour l'instant le top prospect de la draft 2025 en JC Laviolette, mais ils ont besoin souvent, enfin en général on a besoin quand même d'un autre joueur au moins référencé, et donc sans Graovac, sans Sorrell qui devrait revenir quand même un peu plus tard, hein, on parle d'un retour je pense fin mars ou mi-mars ou fin mars en tout cas, quelque chose comme ça, donc ça devrait pas trop tarder. Euh, Texas A&M se retrouve quand même à la croisée des chemins puisque ils n'ont pas cette batte puissante que peut apporter Graovac autre que JC Laviolette, très clairement. Donc des questions sont à se poser, voilou. Et puis j'ai envie de faire une dernière partie qui est un peu plus tranquille où on va parler de l'actualité en fait. Donc je vais un peu popper de part et d'autre et vous parler de différentes choses intéressantes. La première chose dont j'ai envie de parler, ce sont les scores un peu ouf qu'on peut retrouver en college baseball, et donc ce petit débat habituel qu'on voit sur les réseaux sociaux notamment, c'est est-ce qu'on devrait mettre la mercy rule pour tous les matchs de college baseball sans qu'il y ait voilà, une équipe qui réussit, qui l'implémente, ou un tournoi qui l'implémente et une autre qui ne le fait pas. Pourquoi je dis ça ? Puisqu'on a vu des scores incroyables, et notamment à Rhode Island qui a gagné 36-22 face à William & Mary. Et quand je lis 36-22, j'ai l'impression de vous parler d'un score de college football, alors qu'on parle de baseball.
Euh, et le truc, c'est que c'est pas le seul score comme ça. Il y a eu aussi des matchs à une vingtaine de points d'un côté, des choses comme ça. Enfin bref. Donc c'est pas les seules choses qui font qu'on pourrait parler de plus en plus euh, de, voilà, de vouloir implémenter cette fameuse mercy rule un peu partout et l'uniformiser plutôt que de laisser certains matchs continuer parce que là, ça n'avait plus trop de sens. Ça, c'est la première actualité dont je voulais parler. La deuxième actualité, c'est une équipe de mid-major voilà, qui n'est pas forcément la plus connue, mais qui vient de réussir enfin à gagner. Alors, c'est Maryland Eastern Shore. Ils étaient sur 54 défaites d'affilée. Donc, c'est-à-dire que ça faisait plus d'un an. Oui, ça faisait plus d'un an qu'ils avaient perdu. Toute la saison dernière, par exemple, ils ont perdu leur match. Très clairement. La saison 2024, c'est une saison de défaites, en fait. Donc ça doit pas être très sympa. Ils ont enfin gagné un match. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit shout-out pour cette fac, voilà, un peu plus, on va dire, comment je peux dire ça, une fac un peu plus modeste, hein, tout simplement, du collège baseball. J'ai envie de vous parler un peu un frère d'eux. Je pense que pas mal de joueurs pas mal d'entre vous qui suivent la MLB, vous avez au moins entendu parler de Reed Detmers, le pitcher des Angels. Eh bien, il faut savoir qu'il a un frère. Enfin, il n'a peut-être pas qu'un seul frère, mais je veux dire, il a un frère en tout cas qui est, qui lui est en college baseball et qui lance. C'est Parker Detmers, et je voulais parler de lui parce qu'il a notamment réussi une performance très intéressante récemment. Alors qu'on le voyait plutôt en relève, hein, notamment sur son année freshman, il a notamment lancé pour 18 manches hein, l'année dernière avec Louisville, hein, donc en ACC, pour un IRA de 7,23. Bon voilà, rien d'exceptionnel, hein, des choses assez même compliquées. Il est parti se faire du bien dans la Cape Cod League, hein, donc la ligue d'été dont je parle assez souvent. Là-bas, bon, l'IRA n'était pas incroyable, mais il a pu faire pas mal de reps. Là-bas aussi, il a lancé plus que ce qu'il avait pu lancer en NCAA et en baseball, puisque c'est un peu plus de 21 manches en à peine voilà, un mois de compétition, alors que le dernier baseball c'est quand même 6 mois de compétition. Et je pense que cette répétition des efforts plus un bon entraînement d'automne lui ont permis d'être beaucoup plus constant et consistant. Là, il a commencé en tant que starter du côté de Louisville. Moi, je l'ai vu en fait lors du premier week-end, hein, le week-end d'ouverture. Il était donc au Globe Life Field, pardon pour le Shriners Children voilà, tournoi. En fait, c'est le tournoi qui est un peu aussi à ambition caritative, hein, puisque c'est pour le Shriners Hospital qui s'occupe des enfants qui ont de gros problèmes, etc. Mais bref. Il avait été très intéressant, une belle sortie, et donc là, il a confirmé encore ce week-end en étant encore une fois très intéressant. Donc pour l'instant, il a un IRA de 4, bon, il n'y a que 9 manches lancées, mais pareil, il y a quand même 12 strikeouts en 9 manches lancées, il n'y a que 2 buts sur balle, et c'est ça, c'est la chose sur laquelle je voulais aussi mettre un petit highlight dessus. Donc on va suivre un peu plus ce qu'il fait, mais ça peut être très intéressant alors qu'il n'est que sophomore, c'est-à-dire qu'il peut encore voilà, voir un peu venir, puisqu'il devrait plutôt être calibré pour la draft 2026, s'il continue sa progression bien entendu. Mais voilà, c'est le frère d'eux, donc je voulais en parler rapidement. Puisqu'on parle de joueurs de manière individuelle, j'ai envie de faire un petit point Rintaro Sasaki, et ensuite je vais vous faire un petit point Frenchie, puisque je vais vous faire un point Mathis Meurant qui a été impressionnant. Rintaro Sasaki tout d'abord. Donc le joueur de Stanford, qui est donc dans une équipe qui tourne bien sur ce début de saison, hein, a fait de très très belles choses, des choses très intéressantes pour un freshman qui encore une fois s'intègre dans un nouveau mode, dans une nouvelle culture, dans une nouvelle vie, même si ça fait quand même des mois hein, qu'il est là, en 2024 je rappelle, il a quand même joué dans quelques ligues, mais en tout cas il est très intéressant. J'ai vu pas mal de petites critiques, des petites déceptions parce qu'il n'a pas encore frappé de home run, hein. Il a joué déjà donc 8 matchs, hein, ils sont à 8-0 d'ailleurs Stanford. Sur ces 8 matchs, il a eu 39 plate appearances et 33 at-bats. Et sur ces 33 at-bats, il a frappé quand même 12 fois, c'est-à-dire que ça lui donne quand même une moyenne de .364. Il a réussi aussi à produire déjà 10 points, ce qui est très intéressant. Donc il n'y a pas encore de home run, il y a quand même 2 doubles. La chose à surveiller, c'est son nombre de strikeouts, parce qu'il a quand même déjà strikeout 8 fois.
c'est peut-être la chose à surveiller. Mais vraiment un très bon début de saison, très encourageant. Et surtout, en fait, il y a cette impression, et d'ailleurs, ça confirme un peu ce que je vais dire là, c'est que j'écoutais donc l'un des podcasts de baseball qui s'appelle ACC, etc., où il se focus bien sûr sur la ACC. Et en fait, ce que disaient les Darren Vogt et compagnie, donc les spécialistes, c'est qu'ils ont, enfin il n'était que deux d'ailleurs, mais ils ont l'impression en fait qu'il est en train de lui-même rechercher beaucoup plus à être sur base, à entrer sur base, plutôt que forcément tenter la frappe de puissance. Quand j'ai vu des images, parce que j'ai vu des bouts de match pour l'instant et surtout des highlights, on a l'impression que son approche à la batte est clairement comme ils ont dit, c'est-à-dire que c'est plus tenter une approche de contact pour l'instant et arriver sur base plutôt que de tenter voilà, des gros swings de puissance. Donc encore une fois, c'est très intéressant pour un début de saison. Il fait partie d'un line-up qui est vraiment très 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 intéressant. C'est Trevor Haskins de mémoire, son nom, le joueur qui est un peu le leader de ce début de saison, qui est voilà, assez incroyable sur ce début de saison. Il y a un autre freshman aussi dont j'ai oublié le nom qui a des performances très intéressantes offensivement et défensivement. Et donc voilà, on va continuer à suivre tranquillement ce qu'il est capable de nous proposer. Mais donc pas d'alerte rouge pour Intaro Sasaki. Ses débuts s'annoncent, enfin, ont bien commencé. Et donc l'autre point, c'est le point Mathis Meurant, parce que là il faut en parler. Faut le savoir, Mathis Meurant, quand je regardais un peu tous les rapports d'automne, j'étais d'ailleurs à sa recherche, très clairement dans les mentions et compagnie, et on en parlait très peu. Pourquoi ? Parce qu'il est quand même dans une grosse fac, Arizona, je le rappelle à chaque fois, c'est une fac historique, mais c'est surtout une grosse fac même actuelle, qui arrive assez souvent à aller au moins Originals, voire Super Originals, voire à aller à Omaha, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils y étaient, et surtout à sa position, parce qu'il est plutôt infielder, que ce soit, je pense que là il a plutôt joué troisième base d'ailleurs, il y a quand même beaucoup de concurrence. Il y a des joueurs déjà référencés comme Mason White, mais il y a même en général des joueurs très solides. Donc le premier match que j'ai vu d'Arizona, d'ailleurs Arizona avait très mal commencé puisqu'ils avaient perdu leurs 3 premiers matchs, si je me rappelle bien. Le premier match il n'avait pas joué, tout simplement. Il a joué au deuxième match et déjà au deuxième match il avait réussi, je pense, un coup sûr, quelque chose comme ça. Donc il avait eu fait un très beau start. Mais c'est surtout le week-end dernier qui l'a impressionné. Il a été au diable et au veau vert, je ne sais pas si c'est la bonne expression. Bref, vous me connaissez maintenant. Moi, je prends trop de risques à essayer des expressions alors que je ne les connais pas sur les bouts des doigts. Mais bref, il a notamment réussi à frapper 2 home runs, produire 6 points, ce qui n'est pas rien. Et donc sur le début de saison, il est quand même à .462 de moyenne à la batte. .563 d'OBP, 1.000 de slugging percentage. C'est même pas un OPS de ouf, c'est un slugging percentage de psychopathe. C'est bien sûr sur un très faible échantillon, donc voilà, va falloir voir sur la durée, mais c'est quand même très bien parti pour lui, sachant que, comme j'ai dit, c'était pas le joueur le plus attendu, mais là il est en train de montrer son nom à tout le monde, il est en train de se faire un nom là du côté des États-Unis. Et donc il a un OPS de 1.563, 13 total bases, donc c'est vraiment très intéressant. Il a déjà été frappé par un lancer d'ailleurs, je pense que c'était ce week-end. Et donc tout ceci lui a permis déjà d'être highlight pour avoir un award, l'award du Newcomer of the Week en Big 12. C'est un award qu'on décerne donc voilà aux nouveaux venus dans la Big 12, et donc non seulement sa fac est nouvelle venue, parce que Arizona, je le rappelle, faisait partie de la Pac 12, mais la Pac 12 dissolue, ils se sont retrouvés maintenant en Big 12, et donc Mathis Meurant, lui il arrive au niveau de la D1 en NCAA, lui qui a d'abord joué en JUCO du côté de Cochise, et bien voilà, un nouveau venu dans une équipe nouvelle venue qui récupère un award plus que mérité, et on va donc bien sûr surveiller de près sa situation et sa saison. D'ailleurs, ça serait peut-être intéressant, je sais pas si ça va être trop redondant, mais ça serait peut-être intéressant de faire une sorte de... Là, je parle vite, pardon. De faire une sorte de minute Mathis Meurant, peut-être quasiment à chaque podcast, s'il y a matière 2 ou matière A. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. J'ai pas d'autres grosses actualités en termes de joueurs, mais la dernière actualité dont je voulais parler, c'est quelque chose un peu plus, on va dire, juridique. Vous savez, des fois, j'aime bien m'avancer sur tout ce qui est un peu juridique, et notamment tout ce qu'on a vu avec les droits à l'image, tout ce qu'on a vu avec les lawsuits contre la NCAA, et donc voilà les retombées de ces lawsuits, et ce qu'on retrouve maintenant en termes de décisions, de revenus partagés, de bourses pour 34 personnes
potentiellement au niveau du college baseball, etc., etc. Et là, en fait, il y a eu voilà, une décision juridique qui n'aide pas forcément Tennessee. Alors, je vous explique. Tennessee a récupéré un joueur qui est normalement senior, hein, euh, c'est Alberto Osuna. Alberto Osuna, il jouait du côté de North Carolina après avoir fait notamment une saison du côté de Walter State. Hein. Walter State, c'est une équipe de JUCO. Il a donc normalement fini sa période d'éligibilité, donc là rien d'incroyable, mais à notre grande surprise, on l'a vu voilà, signer entre guillemets du côté de Tennessee pour une extra year, ce qui normalement ne devrait pas être possible, puisque comme je l'ai dit, il était déjà senior la saison dernière, il a passé donc 3 saisons à North Carolina après avoir passé sa saison freshman du côté de Walter State. But, pour parler anglais, mais il y a quelque chose de très important à noter. Il y a eu une décision qui a été voilà, qui a fait grand bruit il n'y a pas si longtemps que ça, c'est pour le quarterback de Vanderbilt, hein, Diego Pavia, donc en football, qui a gagné donc notamment voilà, une décision juridique qui lui a permis de jouer une saison de plus, puisque quand il était en JUCO, ils ont décidé que son année de JUCO ne devrait pas compter en termes d'années passées au niveau universitaire, notamment pour son éligibilité en termes de D1 football pour lui. Donc Osuna, il a, comment on peut dire ça, il a tout d'abord transféré du côté de Tampa. Tampa, c'est un programme de D2, puisqu'il avait plus d'éligibilité selon lui au départ en D1, donc il est parti en D2 puisqu'il voulait continuer à faire du baseball. Mais quand il a vu cette injonction remportée par le quarterback, donc Diego Pavia, il a décidé de demander à aller plutôt jouer du côté de Tennessee via une demande de transfert. Donc il est rentré dans le portail des transferts pour quitter donc Tampa, avec lequel il n'a pas joué, et donc aller du côté de Tennessee, puisqu'il a pensé justement qu'il était en droit d'avoir une année d'éligibilité supplémentaire, parce que son année donc JUCO ne devrait pas être comptabilisée, si vous avez bien suivi. Le problème, c'est que il a donc demandé à Tennessee de faire donc cette requête de waiver en fait pour lui, tout simplement. Et la NCAA n'a pas donné suite à ce waiver. Il a donc ensuite fait, tout simplement décidé d'aller au niveau du tribunal. Ce qui s'est passé, c'est que du côté du tribunal, ce qui a été dit, et là je vais essayer de vous traduire en fait très clairement ce qui a été dit. Osuna s'y est peut-être pris un peu tard. Pourquoi ? Puisque donc le waiver a été rempli par Tennessee le 3 février. D'accord ? Et ensuite, donc il n'y a pas eu de suite. Donc du coup, le 12 février, il a donc intégré cette partie juridique. Maintenant, côté juridiction, enfin côté judiciaire, ils ont expliqué que puisque ça vient d'être lancé, c'est trop tôt en fait en termes de rendu de verdict pour pouvoir même dire que il y a quelque chose, comment je peux dire ça, que la plainte déposée est legit ou est légitime. Donc maintenant, en attendant qu'ils puissent laisser la plainte entre guillemets vieillir, on est quand même un peu plus tard maintenant, donc ça a certainement progressé, en fait Osuna se retrouve, ou en tout cas s'est retrouvé sur ce début de saison, à ne pas pouvoir jouer. Alors que c'est quand même, ça pourrait être vraiment un renfort très 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 intéressant pour Tennessee si on parle purement du sportif, puisque c'est un joueur qui a réussi, notamment l'année dernière, à atteindre les World Series avec North Carolina, et il était très important. C'est un joueur qui a réussi 14 home runs, 56 points produits en 62 matchs, surtout qui a été une sorte de glue guy très intéressant, un leader puisqu'il était l'un des plus expérimentés du vestiaire. Et donc cette expérience accrue, c'est ce que voudrait Tony Vitello et donc Tennessee pour encadrer ce renouvellement d'effectifs, et notamment cette jeunesse qui va vouloir défendre le titre du côté de Tennessee. Donc voilà, je voulais en parler parce que ça montre que tout est toujours assez nébuleux quand on parle des différents cas d'éligibilité, de ce qu'un étudiant athlète peut demander ou
ou peut faire pour attaquer la NCAA et comment la NCAA peut répondre et qu'est-ce qui va être répondu en termes juridiques, etc., etc. Il y a toujours beaucoup de flou. Et donc je trouvais cette histoire et cette affaire assez intéressante à vous relater avant de vous laisser tranquille. Voilou. Avant de partir, je vais vous donner quelques affiches quand même qui sont intéressantes à suivre ce week-end. Tout d'abord, en termes de tournoi, il y a un tournoi que je vais suivre avec attention. C'est donc le tournoi qui va regrouper LSU, Kansas State. J'ai oublié les deux autres comme d'habitude. Vous me connaissez moi et ma mémoire incroyable. C'est toujours compliqué, mais je vais les retrouver dans quelques secondes. Donc, please bear with me, comme on dit en anglais. Je les ai retrouvés, donc Nebraska et Sam Houston. Donc très intéressant, surtout quand on a une équipe comme Kansas State qui vient de terminer invaincu du côté de Globe Life Field face à des équipes comme notamment Arkansas, Michigan et TCU. LSU qui est quand même l'une des grosses équipes de ce début de saison, l'une des grosses équipes de la nation par définition, et puis Nebraska qui va vouloir un peu se refaire une petite santé après un début de saison mi-figue mi-raisin. Et puis donc attention, Sam Houston, c'est toujours une belle équipe de college baseball, ils arrivent toujours, malgré le fait que chaque saison ils perdent des gros joueurs en portail des transferts, etc., ils arrivent toujours à avoir une équipe compétitive. Donc voilà le premier tournoi, alors que je viens de vous démonter les oreilles avant de partir, c'est mon petit cadeau, je suis désolé. Voilà le tournoi que je vais suivre, mais c'est pas le seul. Puisque du côté de Las Vegas, on va voir ce tournoi assez récent, le Las Vegas College Baseball Classic, ça fait que quelques années qu'il est mis en place, qui va donc nous permettre de voir Texas Tech, qui est un peu décevant ce début de saison, c'est une autre équipe décevante dont je n'ai pas parlé, Washington aussi également décevante, et puis Illinois, donc ça reste intéressant à suivre si on parle de tournoi. Mais surtout, si on quitte un peu les tournois, il y a une série qui est très intéressante selon moi. C'est South Carolina contre Clemson. C'est une série habituelle, quels que soient les sports d'ailleurs. C'est une rivalry bien connue de Caroline du Sud, entre deux facs de Caroline du Sud. J'oublie à chaque fois le nom d'ailleurs c'est le Barreto, je sais plus. Bref, le nom de la rivalité, de cette série en tout cas. Là, je vous fais beaucoup de bruit en cette fin de podcast. Encore une fois, mille excuses. Mais voilà, pour moi, South Carolina Clemson, c'est la grosse série que je vais regarder. J'aurai toujours un œil, bien sûr, sur l'autre rivalité, Miami-Florida, qui est toujours un classique. Et puis, il y a des séries assez intéressantes. TCU contre Southern Miss, qui est toujours une équipe qui est jamais loin du classement, du top 25 notamment. Il y a d'autres, je pense, tournois aussi à voir. Je sais qu'il y a Tennessee et Oklahoma State qui doivent se rencontrer le vendredi. Il y a aussi Arizona et Texas A&M. On va voir ce que Mathis Meurant va pouvoir faire face à la première équipe, ou l'équipe numéro 1 de la nation actuellement. Et puis voilà, j'ai pas envie de vous faire tout les tournois, mais je sais que voilà, il y a toujours au Globe Life Field un autre tournoi avec notamment Oregon State et Baylor pour ne citer que. Donc encore une fois, beaucoup de baseball, beaucoup de choses intéressantes à suivre. Et je serai là bien sûr pour vous conter un peu ce qui s'y passe, ce qu'il y a d'intéressant. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux également, puisque je commence à retweeter pas mal de choses, notamment quand il y a des matchs, quand il y a des actions spectaculaires, ou même je vous donne un peu quelques inputs sur mon ressenti sur les matchs que je vois. Et puis sur tous ces bons mots, je vous dis tout simplement à très bientôt. Allez, ciao.